j'ai la même marque que votre fils. Le millionnaire laissa échapper un rire bref et incrédule, mais quand le garçon dévoila son bras, une pâleur mortelle s'empara de leurs traits. Nicolas Dubois traversait d'un pas mécanique une esplanade balayée par le vent dans un quartier d'affaires de la capitale, son geste pour desserrer sa cravate relevant de l'automatisme après une énième journée de tractation. Il incarnait, à son âge, l'archétype de la réussite, un costume bleu nuit d'une coupe irréprochable, une chevelure grisonnante savamment coiffée qui lui donnait une allure de patriarche, et une montre de luxe dont le simple cadran coûtait plus cher qu'une voiture neuve. Chaque détail de son apparence était une déclaration de son statut. À ses côtés, Daniel, son fils de 7 ans, suivait, presque un accessoire dans son uniforme scolaire impeccable, blazer, pantalon de flanelle, chemise blanche rigide. Le sac à dos en cuir de l'enfant était nonchalamment jeté sur une épaule, son attention entièrement capturée par l'écran lumineux de son téléphone. C'était un de ces mardis exceptionnels où Nicolas avait réussi à s'extraire de ses obligations pour récupérer Daniel à l'école. Valérie, son ex-épouse, avait un examen médical, et il avait consenti à ce réarrangement de planning, sacrifiant au passage 2 entretiens décisifs. « Papa, on va manger un truc ?» lança Daniel, ses yeux rivés sur son univers digital. « J'ai la dalle. »« D'accord », concéda Nicolas, son regard scrutant les façades haussmanniennes. « Que penses-tu de ce bistrot là-bas, le Coq d'Or ? Ils ont une terrasse. » C'était un lieu chic, avec ses nappes en tissu et ses photophores, un de ses quartiers généraux pour les déjeuners d'affaires. La terrasse offrait une vue imprenable sur le balai incessant de la vie parisienne, idéale pour cette fin de journée. Ils prirent place à une table libre. Un serveur au tablier long se hâta vers eux, identifiant immédiatement M. Dubois comme un habitué de prestige. « Monsieur Dubois, c'est un honneur. » « La même chose que d'habitude ? » ?»« Parfaitement. » Se tournant vers Daniel, « Et pour toi, champion ? Que te ferait plaisir ? » ?»« Des pâtes. Celles qui sont gratinées. » L'enfant n'avait toujours pas levé la tête. Le serveur eut un sourire professionnel et s'éloigna. Nicolas commanda un verre de Sancerre et une carafe d'eau. Dans l'attente de leur plat, il se plongea dans le flot de ses emails professionnels tandis que Daniel anéantissait des ennemis virtuels. Père et fils, une proximité physique qui masquait une distance abyssale, chacun enfermé dans sa bulle technologique. C'est la raison pour laquelle ni l'un ni l'autre ne vit le garçon s'approcher. Seul le serveur, en revenant avec les boissons, le remarqua. Son visage se durcit en voyant le jeune déshérité s'aventurer près de sa clientèle huppée. « Eh, gamin. Tu ne peux pas traîner ici. » L'enfant ne lui accorda pas la moindre attention. Il devait avoir 8 ou 9 ans, des cheveux blonds sales et en bataille, des vêtements souillés de boue et de cambouis. Il portait un t-shirt à manches longues d'un gris douteux, criblé de trous, vestige d'un blanc lointain. Son pantalon, trop large de plusieurs tailles, était maintenu par une ficelle. Ses chaussures étaient si usées que ses orteils perçaient à travers. Mais le plus frappant, c'était son regard. Des yeux d'un vert perçant, vifs, animés d'une flamme de détermination qui paraissait déplacée chez un enfant si manifestement abandonné à son sort. Nicolas leva les yeux de son appareil, l'agacement pointant sur son visage face à cette intrusion. « Que se passe-t-il » commença-t-il d'un ton qui se voulait définitif. « C'est bien vous, Nicolas Dubois » demanda l'enfant. Sa voix était chevrotante, mais ses mots étaient distincts. Nicolas fronça les sourcils. « C'est pour savoir ? » « Je m'appelle Lucas, » dit le garçon, s'essuyant les paumes moites et sales sur son pantalon. « Je vais à l'école avec Daniel. Votre fils. » Enfin, Daniel releva le nez de son téléphone, l'étonnement se peignant sur ses traits. « Lucas. Mais qu'est-ce que tu fiches ici ? T'es tout sale. Qu'est-ce qui s'est passé ? » Le regard que Lucas posa sur Daniel était un curieux mélange de gêne et d'impératif. « Il fallait que je vienne vous voir. C'est super important. C'est à propos de notre marque. » Daniel le dévisagea, l'incompréhension totale dans ses yeux. « Notre marque ?» Le serveur, de plus en plus mal à l'aise, intervint à nouveau. « Monsieur Dubois, je suis navré. Je vais faire venir la sécurité pour... » Un instant. Nicolas fit un geste de la main pour l'arrêter, son regard scrutant le jeune garçon avec une acuité renouvelée. « Qu'est-ce que tu entends par votre marque ? »
Lucas avala sa salive avec difficulté. Il avait l'air affamé, les joues creusées et les lèvres fendillées par le froid et la déshydratation. Daniel a une marque sur le bras. Une cicatrice. J'ai la même. Je vous jure, c'est la même. Nicolas regarda son fils, puis reporta son attention sur le gamin des rues. C'est absurde. Des taches de naissance, tout le monde en a. Ça ne prouve rien. C'est pas une tache de naissance, le coupa Lucas, le désespoir faisant vibrer sa voix. C'est une brûlure. On se l'est faite quand on était tout petit. Le temps sembla se suspendre. Nicolas sentit une onde de choc glacé le traverser de part en part. Le fait que la marque de Daniel fût une brûlure était un secret familial jalousement gardé, un sujet tabou que Daniel lui-même n'évoquait jamais. « Comment es-tu au courant de ça » demanda-t-il d'une voix basse et tendue. « C'est Daniel qui me l'a dit. » Lucas se tourna vers le fils de Nicolas. « C'est vrai, non, Daniel ? Il y a 2 semaines, je t'ai demandé ce que c'était, et tu m'as dit que tu t'étais renversé du café dessus quand tu étais bébé. » Daniel approuva d'un lent hochement de tête, l'air toujours aussi perdu. « Oui, mais... Comment toi, tu peux avoir la même ? Montre !» ordonna Nicolas à Lucas, sa voix tranchante comme une lame. Le garçon hésita à peine, puis, de ses mains tremblotantes, entreprit de relever la manche de son t-shirt crasseux. Le serveur était figé sur place. Des murmures s'élevaient des tables voisines, où les clients commençaient à s'intéresser à ce spectacle incongru, le puissant homme d'affaires et le jeune mendiant. Lucas exposa son avant-bras droit. Elle était là. À quelques centimètres de son poignet, une cicatrice en forme de croissant de lune, d'une pâleur qui contrastait avec la saleté environnante, ses contours irréguliers témoignant d'une blessure ancienne sur une peau d'enfant. Nicolas était immobile, sa fourchette en argent en suspens. « Daniel, articula-t-il, ses yeux rivés sur la cicatrice, ton bras. » Daniel, perplexe, abandonna son téléphone et retroussa la manche de sa chemise d'un blanc parfait. Il plaça son bras droit à côté de celui de Lucas. Les 2 cicatrices se firent face. Elles étaient identiques. Absolument, géométriquement, surnaturellement identiques. Même position, même forme, même superficie. La fourchette de Nicolas lui échappa des doigts et heurta son assiette dans un tintement qui parut assourdissant. « Grand Dieu !» souffla-t-il. Lucas fixait le visage de Nicolas, l'espoir et l'angoisse se livrant bataille dans ses yeux verts. « Vous comprenez, maintenant ? C'est pour ça que je devais vous parler. Ça ne peut pas être juste le hasard. Ça veut forcément dire quelque chose. » Nicolas eut l'impression que le sol se dérobait sous lui. Il se mit debout si vite qu'il manqua de renverser sa chaise. Faisant le tour de la table, il s'agenouilla sur le trottoir parisien, sans un regard pour son costume coûteux qui se souillait au contact du bitume. Avec des mains fébriles, il saisit le bras de l'enfant, l'orientant vers la lumière du soir. Il examina la marque avec une minutie presque maniaque, la caressant du bout des doigts, sentant la texture de la peau meurtrie puis reconstruite. C'était celle de Daniel. Non. Pas une copie. L'original. Mais comment ? Comment est-ce seulement envisageable ? Balbutia-t-il. Lucas se rongea la lèvre, tandis que de grosses larmes commençaient à rouler sur ses joues. Ma mère disait que c'est arrivé quand j'avais 6 mois. De l'eau bouillante. Un accident dans la cuisine. Nicolas releva la tête d'un coup sec. 6 mois ? Oui, monsieur. Daniel aussi avait 6 mois, dit Nicolas, son cerveau s'emballant. Du café brûlant. Dans la cuisine. Un accident. Daniel s'était approché, lui aussi debout, alternant les regards entre son propre bras et celui de Lucas, un étonnement pur sur son visage d'enfant. On dirait des jumeaux, dit-il d'une voix pleine de merveilleux. On dirait des vrais frères. Le mot « frère » frappa Nicolas avec la violence d'un poing. Frère. Impossible. Et pourtant, en dévisageant l'enfant à ses genoux, en le voyant réellement pour la première fois sous la couche de misère, il commença à percevoir des détails troublants. L'ossature de son visage, l'arête de son nez. Ses mains, bien que noires de saleté, étaient fines et longues. Les mains de Nicolas. Les mains de sa propre mère. « Quel âge as-tu précisément » demanda-t-il, la gorge sèche.
8 ans. Je les ai eus il y a 3 mois. Calcul mental rapide. Daniel en avait 7, mais fêterait ses 8 ans dans 2 mois. Ils avaient donc quasiment le même âge. Et ta mère, enchaîna Nicolas, elle est où? Le visage de Lucas se voila de tristesse. Elle est morte. Ça fait 6 mois. C'est pour ça que je suis dans cet état. Les mots eurent l'effet d'une déflagration. Daniel laissa échapper une exclamation de stupeur. Ta maman est morte? Lucas acquiesça, les larmes coulant sans retenue. Elle était malade. Elle n'avait pas d'argent pour se soigner. Quand elle est partie, j'étais tout seul. Les services sociaux voulaient me placer en foyer, mais j'ai fugué. Depuis, je vis dans la rue. Nicolas sentit une douleur aiguë lui transpercer la poitrine. Ce gamin de 8 ans. Seul dans la rue depuis 6 mois. Comment tu m'as trouvé? À l'école, Daniel parle tout le temps de vous. Enfin, avant, quand j'y allais encore, expliqua Lucas en s'essuyant le visage avec sa manche sale. Il disait votre nom en entier, Nicolas Dubois. Alors. J'ai mis de côté les pièces qu'on me donnait. J'ai payé 1 heure dans un cybercafé, je vous ai cherché sur Internet, j'ai vu vos photos. Et aujourd'hui, je vous ai aperçu avec Daniel, et j'ai compris qu'il fallait que je tente ma chance. Que je vous montre ça. Nicolas luttait pour reprendre son souffle. Le serveur, toujours aussi mal à l'aise, s'approcha de nouveau. Monsieur Dubois, excusez mon insistance, mais cet enfant. Donnez-lui à manger, le coupa Nicolas, le regard dur. Donnez-lui tout ce que vous avez. Une soupe, du pain, un plat chaud, de la viande. Et de l'eau. Une grande bouteille d'eau. Mais, monsieur. Immédiatement. Le ton de Nicolas était sans appel. Le serveur obtempéra sans plus de discussion. Nicolas ôta la veste de son costume et en couvrit les épaules de Lucas. Le garçon semblait minuscule, perdu dans ce vêtement de luxe. Daniel, dit Nicolas, les yeux toujours sur Lucas, passe-moi ton téléphone. Pardon? Pourquoi? Fais ce que je te dis. Daniel lui obéit. Nicolas fit défiler les photos jusqu'à en trouver une de Daniel bébé, un cliché envoyé par Valérie des mois auparavant, le montrant à l'âge de 6 ou 7 mois. Il l'examina. Le nourrisson était blond, avec des yeux qui semblaient bleus sur la photo mais qui étaient devenus gris avec le temps. Des joues pleines, un sourire sans dents. Un bébé radieux. Mais en observant Lucas, en scrutant ses traits au-delà de la saleté. Tu n'as pas une photo de toi bébé? Demanda-t-il. Le garçon secoua la tête avec un air navré. Tout a brûlé dans un incendie quand j'avais 3 ans. Maman me racontait que j'étais brun à la naissance, avec des yeux très verts. Elle disait que j'étais le plus beau bébé du monde. Cheveux bruns, yeux verts. À l'opposé de Daniel, nez blond aux yeux bleus devenus gris. Des profils génétiques radicalement différents. Le serveur revint, un plateau lourdement chargé. Il le déposa devant Lucas, qui contempla ce banquet inespéré avec des yeux ronds. Mange, l'encouragea Nicolas d'une voix adoucie. Mange autant que tu peux. Lucas n'attendit pas davantage. Il saisit un morceau de baguette et l'engloutit. Puis un deuxième. Il vida son verre d'eau d'un trait. Nicolas et Daniel le regardaient, l'un toujours à genoux, l'autre debout, tous deux silencieux. Pendant que Lucas se restaurait avec avidité, Nicolas composa un numéro sur son portable. Valérie, c'est Nicolas. Viens tout de suite, s'il te plaît. Au Coq d'Or, sur la terrasse. C'est très important. Ça concerne Daniel. Il perçut la panique dans la voix de son ex-femme. Non, Daniel va bien, mais il faut que tu sois là. Crois-moi, c'est une urgence. Il mit fin à l'appel et se reconcentra sur Lucas, qui mangeait désormais plus lentement, dégustant chaque bouchée. Lucas, reprit Nicolas doucement. Ta mère t'a-t-elle déjà parlé de l'hôpital, de la nuit de l'accident? Lucas s'arrêta de mâcher, le regard dans le vague. Elle disait que c'était un cauchemar. Qu'elle était allée à l'hôpital public central, qu'elle était morte de peur, sans un sou, persuadée qu'on allait la renvoyer. L'hôpital public central, répéta Nicolas comme un écho funeste.
C'est ça. Nicolas se sentit pris de vertige. C'était à l'hôpital public central que Daniel avait été soigné, cette même nuit, il y a bientôt 8 ans. Est-ce que ta mère a mentionné un détail étrange? Quelque chose qui l'aurait marqué? Lucas plissa le front, cherchant dans sa mémoire. Une fois, elle était très malade, elle avait beaucoup de fièvre. Elle s'est mise à pleurer et elle a dit. Elle a dit que je n'étais pas le même bébé qu'avant, que quelque chose avait changé à l'hôpital. Mais juste après, elle s'est excusée, elle a dit que c'était le délire, que la maladie lui faisait raconter des folies. Le cœur de Nicolas martelait sa poitrine à grands coups. Et elle ne t'a jamais réexpliqué ce qu'elle voulait dire? Non. Quand je lui en ai reparlé plus tard, elle a juré qu'elle ne s'en souvenait pas, que je devais oublier ça. Mais ce n'était pas une folie. Nicolas en avait l'intime et terrifiante conviction. Quelque chose de grave s'était passé dans cet hôpital. Quelque chose d'impensable. Daniel s'était assis par terre à côté de Lucas, le dévisageant avec une compassion mêlée de curiosité. « C'est vrai que tu as vécu dans la rue ?» demanda-t-il avec la franchise désarmante de l'enfance. Lucas acquiesça. « Je dors dans des cartons, derrière les magasins. Des fois, dans les centres d'hébergement, mais c'est souvent plein. »« Et t'as pas peur ?»« Si, tout le temps, avoua Lucas. »« Mais l'orphelinat. J'entendais des trucs horribles là-dessus, je ne voulais pas y aller. » Des larmes montèrent aux yeux de Daniel. « Reste avec nous, lâcha-t-il. »« Dis, papa ? Il peut rester avec nous, Lucas ?» Nicolas ouvrit la bouche, mais aucun son ne put en sortir. Car la vérité, si ses doutes se confirmaient, était que Lucas était déjà chez lui. Il l'avait toujours été. Quelques minutes plus tard, Valérie arriva à bout de souffle, le visage tendu par l'angoisse. Elle portait un jean et un pull, clairement partis en catastrophe. Que se passe-t-il? Daniela. Elle s'interrompit, stupéfaite par la scène. Nicolas, dans son costume de grand couturier, agenouillé sur un trottoir. Daniel, assis par terre à côté d'un enfant misérable, une table de festin dressée pour lui seul. Nicolas, qu'est-ce que ça veut dire? Valérie. Nicolas se releva péniblement. Je te présente Lucas Moreno. Il est à l'école avec Daniel. Valérie était abasourdie. Et pourquoi est-ce qu'il? Son regard balaya les haillons du garçon, son visage barbouillé. Montre-lui, Lucas, dit Nicolas d'une voix douce. Lucas, machinalement, retroussa sa manche. Valérie s'avança, les yeux plissés dans la pénombre grandissante, et elle la vit. La cicatrice. Son visage devint cireux. Non, chuchota-t-elle. C'est impossible. Daniel, enchaîna Nicolas, montre ton bras aussi. Daniel s'exécuta, plaçant son bras près de celui de Lucas. Les deux cicatrices, l'une à côté de l'autre, dans la lumière orangée du crépuscule. Identiques. Valérie perdit l'équilibre. Nicolas la rattrapa. Ce n'est pas possible, répétait-elle. La coïncidence. Te souviens-tu de cette nuit-là? Murmura Nicolas. À l'hôpital public central? Le chaos ambiant? Valérie le fixa, les yeux dilatés. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Lucas a 8 ans. Comme Daniel. Brûlé à 6 mois, même hôpital, même nuit. Nicolas, ce n'est pas une preuve. Sa mère, juste avant de mourir, a dit dans un délire qu'il n'était plus le même bébé après l'hôpital. Valérie plaqua une main sur sa bouche, réprimant un hoquet de stupeur. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! On doit savoir, dit Nicolas. Il nous faut une confirmation. Un test ADN. Valérie opina, muette. Elle s'approcha de Lucas, qui la regardait avec de grands yeux verts apeurés. Bonjour, Lucas, dit-elle d'une voix mal assurée. Est-ce que je peux regarder ton visage? Lucas acquiesça timidement. Valérie s'agenouilla à son tour, sans se soucier de salir ses vêtements. D'une main tremblante, elle nettoya une partie de la joue de l'enfant avec une serviette. C'est alors qu'elle le vit. Le dessin de la mâchoire, les pommettes hautes, l'arc des lèvres. Tu as le nez de Nicolas, souffla-t-elle. Et tes mains.
Mon Dieu, ce sont les mains de la famille Dubois. Lucas baissa les yeux sur ses propres mains, perplexe. Nicolas se pencha lui aussi, examinant le garçon avec un regard neuf, et tout lui sauta aux yeux. Tout ce qu'il n'avait pas vu, aveuglé par la misère apparente de l'enfant. Mais maintenant, c'était une évidence, Lucas était une réplique miniature et déguenillée de Nicolas lui-même. La même physionomie, les mêmes mains, le même port de tête. Et Daniel. Valérie se tourna vers son fils, le scrutant comme si elle le découvrait. Daniel les observait, toujours aussi innocent et perdu. Daniel ne nous ressemble pas, constata Valérie à voix basse. Il ne nous a jamais ressemblé. J'ai toujours mis ça sur le compte d'un lointain aïeul. Il a les yeux de la mère de Lucas, réalisa Nicolas, repensant à ce que l'enfant avait dit. Vert à la naissance, qui ont viré au bleu, puis au gris. Valérie se redressa d'un bond. On va à l'hôpital. Sur le champ. Pour faire ses tests. Pas à l'hôpital public central, la prévint Nicolas. Allons à l'hôpital Sainte-Marie. Je connais le directeur, Pierre Leclerc. On pourra faire ça dès ce soir. Valérie acquiesça. Je m'occupe de l'addition. Nicolas interpella le serveur, qui suivait le drame avec une curiosité à peine voilée. Et mettez-nous le reste à emporter, s'il vous plaît. Peu après, le quatuor improbable remontait la rue vers la voiture de Nicolas. Lucas, emmitouflé dans la veste de costume, continuait de manger un morceau de baguette. Daniel marchait près de lui et, spontanément, lui prit la main. « T'inquiète pas », lui dit-il avec la certitude des enfants. « Mon père et ma mère, ils arrangent tout. Ils vont tout arranger. » Lucas serra la main de Daniel, et pour la première fois en si longs mois, il sentit une lueur d'espoir. Nicolas et Valérie suivaient, les regardant. « S'il y a eu une erreur, » murmura Valérie, « si c'est la vérité. Alors nous avons élevé le fils d'un autre, » conclut Nicolas. « Mais nous les aimons, » affirma Valérie avec passion. « Tous les deux. Peu importe ce que dit un test. J'aime Daniel, c'est mon enfant. Et Lucas. » Nicolas fixa le dos du petit garçon devant lui, cet enfant qui avait survécu seul, qui avait eu le cran d'aborder un puissant inconnu pour lui montrer une cicatrice. « Lucas est le nôtre aussi, dit-il. Il l'a toujours été, même si nous l'ignorions. » Ils atteignirent la berline noire de Nicolas. Les garçons s'installèrent à l'arrière, toujours main dans la main. Nicolas prit le volant en direction de l'hôpital Sainte-Marie, tandis que Valérie passait un appel au directeur, usant de son nom et de son influence pour obtenir une prise en charge immédiate. À l'arrière, Daniel désignait les monuments par la fenêtre, expliquant à Lucas ce qu'étaient ces bâtiments, ces parcs, tout ce décor de sa vie dorée. Lucas buvait ses paroles, fasciné, comme s'il découvrait une autre galaxie. Et pour lui, c'en était une. Ils arrivèrent à l'hôpital au moment du crépuscule. Le ciel s'était paré de teintes flamboyantes, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Le directeur les attendait sur le perron, un homme élégant aux cheveux blancs. Nicolas. Valérie. Il les accueillit, puis son regard se porta sur les garçons. Voici donc nos jeunes patients. Pierre, merci de nous recevoir dans de telles circonstances, dit Nicolas. Quand tu m'as parlé d'urgence, je vois que tu n'exagérais pas. Le médecin considéra Lucas avec une compassion non feinte. Ce garçon a besoin de bien plus que des tests génétiques. Un bain, des vêtements décents, et un bilan de santé complet ne serait pas un luxe. Il aura tout ce qu'il lui faut, assura Nicolas. Mais la priorité, ce sont les tests. Le docteur Leclerc les fit entrer. On les installa dans un salon privé. Une infirmière arriva avec du matériel stérile. C'est très rapide, leur expliqua-t-elle. Je vais simplement frotter ce coton-tige dans votre bouche. Ce n'est absolument pas douloureux. Elle effectua les prélèvements sur Nicolas, Valérie, Daniel et Lucas. Les résultats préliminaires seront disponibles d'ici quelques heures, annonça le docteur Leclerc. Les analyses complètes demanderont quelques jours, mais le premier test sera déjà très parlant. Quelques heures ? Valérie était au bord de la crise de nerfs. Notre laboratoire est à la pointe de la technologie. Pour vous, j'ai lancé le protocole prioritaire. Le médecin lui offrit un sourire rassurant. En attendant, je propose que ce jeune homme prenne une douche et une collation.
Nous avons ce qu'il faut en pédiatrie, et je peux faire monter des vêtements propres de notre réserve de dons. Lucas lança un regard inquiet à Nicolas. Vas-y, l'encouragea Nicolas en s'agenouillant une fois de plus devant lui. Va te laver, mange un peu. On ne bouge pas d'ici. C'est promis? Demanda Lucas d'une voix à peine audible. Vous ne partirez pas sans moi? Le cœur de Nicolas se serra. C'est promis. Je reste ici. Une infirmière emmena Lucas. Daniel voulut le suivre, mais Valérie l'arrêta. Laisse-lui un peu d'intimité, mon trésor. Ils attendirent tous les trois. Valérie et Nicolas, assis côte à côte, Daniel entre eux, dans un silence pesant, chacun absorbé par le tourbillon de ses pensées. Papa, rompit finalement le silence Daniel. Lucas, il va aller bien maintenant? Oui, mon fils. On va s'occuper de lui. Et il va habiter avec nous? Nicolas et Valérie se regardèrent. C'est un peu compliqué, Daniel. Je ne trouve pas ça compliqué, rétorqua Daniel avec une logique enfantine. Il est tout seul. On est sa famille. Donc il doit habiter avec nous. Il n'a pas tort, murmura Valérie. Quels que soient les résultats, ce garçon ne retournera pas à la rue. Jamais, martela Nicolas. C'est terminé. 30 minutes plus tard, Lucas réapparut. Il était méconnaissable. Propre, ses cheveux blonds désormais lumineux et bien coiffés, habillé d'un jean et d'un polo bleu fourni par l'hôpital, Lucas Moreno était un autre enfant. Et il était la copie conforme d'une photo de Nicolas à l'âge de 8 ans. Valérie eut un hoquet de surprise. Nicolas se leva, le souffle coupé. C'est incroyable, murmura-t-il. C'est comme un retour dans le temps. Lucas rougit, mal à l'aise. Ça va. Comme ça? Demanda-t-il. Tu es parfait. S'exclama Daniel en se jetant à son cou. Là, on dirait vraiment des frères. Et c'était vrai. Bien que l'un eût les yeux verts et l'autre les yeux gris, une connexion invisible les unissait, une ressemblance qui transcendait la simple génétique. Ils étaient comme des frères d'âme, que le destin avait réunis après les avoir séparés. Les heures suivantes furent un étrange mélange d'angoisse et de douceur. Les garçons jouèrent dans la salle d'attente des enfants. Nicolas et Valérie les couvaient du regard, échangeant des mots à voix basse, élaborant des scénarios, redoutant la vérité. Si c'est vrai, disait Valérie, comment leur annoncer? Je ne sais pas. Daniel sera dévasté. Lucas aussi. Mais peut-être qu'ils seront heureux, aussi. De nous avoir. D'avoir enfin une famille. Ou peut-être qu'ils nous haïront de leur avoir caché la vérité pendant 8 ans. On ne leur a rien caché. On ne savait pas. Je savais, avoua soudain Valérie, la voix étranglée par l'émotion. Au fond de moi, je l'ai toujours su. J'ai senti que quelque chose clochait, cette nuit-là. Mais j'ai eu trop peur de savoir. Nicolas lui prit la main. Moi aussi. Il y a toujours eu une part de moi qui sentait que quelque chose n'était pas normal. Mais c'était plus simple de ne pas y penser. On ne peut plus fuir. Non. C'est fini. Enfin, le docteur Leclerc revint. Son visage était fermé. J'ai les résultats, dit-il. Je vous propose de passer dans mon bureau. Nicolas et Valérie se levèrent, puis appelèrent les enfants. Ils pénétrèrent tous les 4 dans le bureau. Les garçons s'assirent sur un petit canapé, les adultes restèrent debout. Le docteur Leclerc posa un dossier sur son bureau, rempli de documents abscons pour des non-initiés. Mais le médecin, lui, savait. Et son expression en disait long. Monsieur Dubois, Madame Moreau, attaqua-t-il sans préambule. Les résultats ne laissent place à aucun doute. Nicolas retint sa respiration. Le médecin regarda Daniel, puis Lucas, avant de revenir aux adultes. Daniel n'est pas votre fils biologique. Il n'y a aucune correspondance génétique significative avec vous deux. Valérie vacilla. Nicolas la soutint. En revanche, Lucas, poursuivit le médecin, partage 50% de son patrimoine génétique avec vous, Monsieur Dubois, et 50% avec vous, Madame Moreau. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Lucas est votre fils biologique.
Le médecin attendit que l'information soit digérée. Et Daniel? Parvint à articuler Valérie. Qui sont ses parents? Le docteur Leclerc referma le dossier. Sans prélèvement de ses parents biologiques, il m'est impossible de vous le dire. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas votre enfant. Je suis navré. Daniel, qui avait écouté la conversation avec une perplexité grandissante, prit la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, je suis pas votre fils? Sa voix se brisa, et ce son fut une torture pour tous. Valérie tomba à genoux devant lui prenant le visage en coupe. Ça veut dire qu'il y a eu une erreur, mon chéri. Il y a très longtemps, à l'hôpital. Mais écoute-moi. Des larmes coulaient sur ses joues. Tu es mon fils. Tu le seras toujours. L'ADN, ça ne change rien à ça. L'amour, ça ne se commande pas. Mais Lucas, c'est votre vrai fils. Daniel regarda le garçon à côté de lui, la douleur assombrissant son regard. Lucas était tout aussi bouleversé, des larmes silencieuses ruisselant sur ses joues propres. Je voulais pas te voler tes parents, sanglota Théil. J'aurais jamais dû venir. J'aurais dû me taire. Non. Daniel le prit dans ses bras. Dis pas ça. Je suis super content que tu sois là. Nicolas s'agenouilla à leur hauteur, les enlaçant tous les deux. Écoutez-moi bien, tous les deux, dit-il d'une voix forte mais tremblante d'émotion. Ça ne change absolument rien à l'amour qu'on vous porte. Daniel, tu es mon fils. Je t'ai élevé. Je t'ai vu devenir le garçon que tu es. Ça, rien ne pourra jamais l'effacer. Et Lucas. Sa voix se brisa. Lucas, je suis tellement désolé de ne pas avoir été là pour toi. Je suis désolé pour chaque nuit que tu as passée dehors, pour chaque fois que tu as eu peur. Mais je te le jure, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais seul. Alors. Je peux rester? Hasarda Lucas d'une voix minuscule. Avec vous? Tu vas rester, confirma Valérie en se joignant à l'étreinte collective. Vous restez tous les deux. Vous êtes nos fils. Tous les deux. Daniel s'écarta un peu, regardant Lucas avec des yeux brillants. Tu vois? Je te l'avais dit. T'es mon frère. Tu le savais depuis le début, hein? C'est pour ça qu'on s'est tout de suite bien entendu. Lucas acquiesça, un rire se mêlant à ses larmes. J'ai eu l'impression de te connaître depuis toujours. C'est parce qu'on est frères, affirma Daniel. Pour de vrai. Le docteur Leclerc les observait, les yeux embués, un fait rare pour ce praticien chevronné. Il y a un autre élément que vous devez connaître, dit-il. Une information que nous avons obtenue des archives de l'hôpital public central. Tous les regards se tournèrent vers lui. J'ai pris l'initiative d'appeler un collègue sur place. Je lui ai exposé la situation, et il a consulté les dossiers de cette fameuse nuit, il y a 8 ans. Alors? Demanda Nicolas. C'était une nuit de chaos absolu. Un carambolage sur le périphérique avait provoqué un afflux massif de blessés. Les urgences étaient submergées. C'est à ce moment-là que sont arrivés 2 nourrissons de 6 mois, souffrant de brûlures. 2 bébés blonds, de gabarits similaires, hurlant, chacun dans sa couverture. Valérie étouffa un cri. Une jeune infirmière a été chargée de les ramener à leurs mères respectives après les soins, poursuivit le médecin. Dans la panique, la confusion, avec 2 bébés quasi identiques. Elle les a inversés, termina Nicolas. Personne ne s'en est jamais rendu compte. Il n'y a pas eu d'enquête, car personne n'a rien signalé. Mais avec les tests, le doute n'est plus permis. Cette infirmière, elle est toujours en poste? Demanda Valérie, la mâchoire serrée. Non. Elle a donné sa démission 2 semaines après l'incident. D'après son dossier, elle était en proie à une grande détresse, sans plus de précision. Mon collègue suppose qu'elle a réalisé son erreur, mais qu'elle n'a pas osé l'avouer. Une vague de colère submergea Nicolas, mais en voyant ses 2 fils enlacés, cette colère se transforma en une forme de résolution. La façon dont c'est arrivé n'a plus d'importance, dit-il. Ce qui compte, c'est la suite. Que faire? Demanda Valérie.
Être une famille, répondit Nicolas. Tous les 4. On va trouver comment faire. Et les parents biologiques de Daniel? S'enquit le docteur Leclerc. La mère de Lucas est décédée. Et le père? Lucas nous a dit que sa mère n'en parlait jamais, dit Nicolas. Il est parti avant même la naissance. Il n'empêche qu'il pourrait exister, insista le médecin. Et avoir des droits. Cet homme a abandonné son enfant. La voix de Valérie était glaciale. Il n'a aucun droit. Daniel est notre fils. La justice nous donnera raison. Un père absent depuis 8 ans ne peut rien réclamer. Le médecin opina. Vous devrez consulter des avocats. La situation est juridiquement complexe. J'ai les meilleurs du barreau de Paris dans mes contacts, assura Nicolas. On s'en occupera. Le médecin leur remit une copie des résultats, ainsi que des recommandations pour un suivi psychologique, tant pour les enfants que pour eux. Lorsqu'ils quittèrent enfin l'hôpital, la nuit était noire. Les étoiles scintillaient au-dessus de la ville, témoins impassibles d'une famille à jamais transformée. Dans la voiture, Daniel demanda depuis l'arrière, « Alors, Lucas, il va habiter avec nous, c'est sûr ?» Nicolas croisa son regard dans le rétroviseur. « Oui. Il habitera chez moi. » Ou à l'appartement de maman? La question était délicate. Depuis leur séparation, Daniel alternait entre les 2 domiciles. On va trouver une solution, dit Valérie. Peut-être. Peut-être que vous devriez être tous les 2 au même endroit. En permanence. Elle lança un regard à Nicolas, une question silencieuse. Nicolas comprit. Peut-être qu'il est temps de revoir notre organisation, dit-il avec prudence. En tant que famille. Il ne parlait pas de se remettre en couple. Cette histoire était terminée. Mais il parlait de créer quelque chose de nouveau, une structure familiale inédite, taillée sur mesure pour leur situation. Lucas, qui n'avait pas dit un mot, demanda enfin, « Vous êtes sûr que vous voulez de moi ?» Sa voix était fragile. « Même si vous ne me connaissez pas? Même si je suis un inconnu ?» Valérie se retourna sur son siège pour lui faire face. « Tu n'es pas un inconnu, Lucas. Tu es mon fils. Tu l'as toujours été. C'est juste que je ne le savais pas. Et t'es mon frère, renchérit Daniel en lui reprenant la main. Et ça, c'est trop bien. » Lucas sourit malgré ses larmes. « J'ai jamais eu de frère. » Ben maintenant, si, dit Daniel avec fierté. Et le meilleur de tous. Nicolas sourit au volant, les yeux brillants d'émotion. Ils arrivèrent d'abord à la demeure de Nicolas, une vaste propriété dans les Yvelines, symbole ostentatoire de sa réussite. Lucas regardait par la vitre, émerveillé. « C'est ta maison ?» demanda-t-il à Daniel. « Des fois. Le week-end, et certains jours de la semaine. » Daniel haussa les épaules, comme si c'était la chose la plus banale du monde. Et pour lui, ça l'était. Ils entrèrent. L'intérieur était encore plus luxueux, plafond vertigineux, marbre au sol, mobilier d'avant-garde, toile de maître au mur. Lucas avançait à pas de loup, comme dans un sanctuaire. « N'aie pas peur, » lui dit doucement Nicolas. « C'est chez toi, maintenant. Tu peux tout toucher. Viens voir ma chambre. » s'exclama Daniel en tirant Lucas par la main vers le grand escalier. Les 2 garçons grimpèrent les marches 4 à 4, leur rire faisant écho dans l'immense hall. Nicolas et Valérie restèrent en bas, dans le silence revenu. « Ce n'est pas un cauchemar, hein ?» demanda Valérie. « C'est la réalité. C'est la réalité. J'ai un fils que j'ignorais. Et le fils que j'ai élevé n'est pas de mon sang. Mais il reste ton fils, affirma Nicolas. L'amour ne se lie pas dans les gènes. » Valérie s'effondra sur un canapé, à bout de force. « Comment va-t-on annoncer ça? À nos familles, à nos amis? On dira la vérité. Qu'une erreur a été commise il y a 8 ans, qu'on vient de la découvrir, et qu'on essaie de gérer au mieux. Ça va jaser. On va nous juger. Laissons-les jaser. » Nicolas s'assit près d'elle. La seule chose qui compte, ce sont ces 2 garçons. Leur équilibre, leur bonheur. Valérie le regarda, et pour la première fois depuis des années, elle revit l'homme qu'elle avait aimé.
Pas le PDG impitoyable et distant, mais l'homme sensible qu'il avait enfoui sous des strates d'ambition. Où est-ce qu'on s'est perdu, Nicolas? Demanda-t-elle. Comment on a pu en arriver là? Je me suis noyé dans le travail, avoua-t-il. Je croyais qu'assurer le confort matériel suffisait, que l'argent pouvait compenser mon absence. Et moi, je me suis noyé dans la culpabilité, dit Valérie. La culpabilité de l'accident de Daniel. Je ne me suis jamais pardonné 7 secondes d'inattention qui a causé sa brûlure. Ce n'était pas ta faute. C'était un accident. Ma tête le sait. Mais mon cœur. Elle posa une main sur sa poitrine. Mon cœur ne l'a jamais accepté. Peut-être, hasarda Nicolas, que tout ceci a un sens. Peut-être qu'il nous fallait ce choc pour nous réveiller. Pour nous rappeler les vraies priorités. Tu crois au destin? Non. Mais je crois à 2 cicatrices identiques qui ont ramené notre fils à la maison. Des rires fusaient de l'étage. Daniel montrait à Lucas sa collection de jeux, ses livres, sa console. Tu peux prendre tout ce que tu veux, disait-il. Pour de vrai? La voix de Lucas était pleine d'incrédulité. Ben oui. On est frères. On partage tout. Valérie sourit, les larmes aux yeux. Ils sont formidables. Oui. Lucas est un garçon incroyable. Après ce qu'il a enduré, il a gardé une telle douceur. Il est résilient. Comme sa mère a dû l'être. J'aurais tant aimé la connaître. La remercier d'avoir veillé sur notre fils toutes ces années. Moi aussi. Un silence pensif s'installa. Nicolas, reprit Valérie. Il faut que je te pose une question. Je t'écoute. Tu aimes moins Daniel, maintenant que tu sais? La réponse de Nicolas fut instantanée. Non. C'est impossible. J'ai été son père pendant 7 ans. J'ai assisté à toutes ses premières fois. L'ADN ne peut pas effacer ça. Et toi, tu aimes Lucas? Oui. D'une autre manière, peut-être. C'est une connexion viscérale, inexplicable. Dès que je l'ai vu, quelque chose en moi l'a reconnu. J'ai ressenti la même chose, confia Valérie. Quand je l'ai vraiment regardé, au-delà de sa saleté, j'ai su. Au fond de mes tripes, j'ai su qu'il était à moi. Et Daniel, tu l'aimes moins? Jamais, dit Valérie avec passion. C'est mon enfant. Je l'ai bercé, consolé, j'ai célébré ses victoires. Rien ne peut changer ça. Alors on est d'accord, conclut Nicolas. Ils sont nos fils, tous les deux. Ils méritent tout notre amour. Et ils l'auront. Ils montèrent. Ils trouvèrent les enfants par terre dans la chambre de Daniel, au milieu d'une montagne de jouets. Lucas tenait une petite voiture, la contemplant avec une sorte de vénération. J'ai jamais eu de jouets comme ça, murmurait-il. Maman, elle avait juste assez d'argent pour la nourriture et le loyer. Maintenant, tu as tous les jouets du monde, dit Daniel. Et on va tout partager. C'est ça, être frère. Nicolas se racla la gorge. Les garçons, on doit vous parler. Ils levèrent la tête. De quoi? Demanda Daniel. Nicolas et Valérie s'assirent en tailleur avec eux, formant un cercle. De la suite, dit Valérie. De la façon dont on va être une famille. Vous allez vous remettre ensemble? Demanda Daniel, les yeux pleins d'espoir. Nicolas et Valérie se regardèrent. Pas comme tu l'entends, dit doucement Nicolas. Ta mère et moi, on ne va pas se remarier. Ça n'a pas marché entre nous. Mais on va être une famille. Une famille différente, mais une vraie. Ça veut dire quoi? Demanda Lucas. Ça veut dire qu'on va s'organiser pour être tous ensemble le plus souvent possible, expliqua Valérie. Peut-être habiter tout près, peut-être inventer de nouvelles habitudes. Mais le plus important, c'est que vous deux, vous ne serez plus jamais séparés. Et nous, on ne sera plus jamais loin. Et je ne retournerai pas à l'orphelinat? Demanda Lucas, la peur de nouveau dans sa voix. Jamais de la vie, affirma Nicolas. Tu es notre fils. Légalement, pour de bon, pour toujours. Dès demain, on lance les procédures d'adoption. D'adoption?
Lucas était surpris. Mais vous êtes mes vrais parents. Biologiquement, oui, expliqua Valérie. Mais la loi a besoin de papier pour que ce soit officiel, pour que personne ne puisse plus jamais t'éloigner de nous. Lucas se jeta dans ses bras en sanglotant. Merci, merci, merci. Daniel se joignit à l'étreinte, et Nicolas les serra tous contre lui. Une famille disloquée, rafistolée, atypique, mais vivante. Je peux vous appeler maman et papa? Demanda timidement Lucas un peu plus tard. Tu peux, dit Valérie en pleurant. Tu dois. Maman. Le mot était doux sur les lèvres de Lucas. Papa. Mon fils, répondit Nicolas, la voix brisée. Daniel les regardait, rayonnant. C'est la plus belle soirée de ma vie, décréta Théil. J'ai toujours rêvé d'avoir un frère. Et maintenant, j'en ai un. Un vrai. Moi aussi, dit Lucas. Et j'ai des parents. Une famille. Une famille un peu bizarre, rigola Daniel. La meilleure famille bizarre du monde, répliqua Lucas. Nicolas croisa le regard de Valérie. Ils avaient gâché tant de temps, tant d'années, dans des carrières vides de sens, des querelles stériles, une distance qu'ils avaient laissé s'installer. Mais peut-être, juste peut-être, n'était-il pas trop tard pour reconstruire l'essentiel. Il n'était pas trop tard pour être une famille. Cette nuit-là, Lucas dormit dans un lit pour la première fois en 6 mois. Dans une chambre d'amis de la somptueuse demeure, entre des draps de lin, sous une couette en duvet, le ventre et le cœur plein. Daniel veilla sur son sommeil. Pour pas que t'aies peur, lui avait-il dit. J'ai pas peur, avait répondu Lucas. Pas quand t'es là. Moi non plus, j'ai pas peur quand t'es là, avait avoué Daniel. Ils s'endormirent ainsi, dans 2 chambres reliées par une porte ouverte, et par un lien de fraternité retrouvé. En bas, Nicolas et Valérie buvaient un verre de vin. Demain, les ennuis commencent, dit Valérie. Les avocats, la justice, les explications à donner. Je sais. Tu es prête? Pas du tout, admit Nicolas. Mais on le fera. Pour eux. Pour eux, répéta Valérie. Ils trinquèrent. À leur nouvelle vie. À leur promesse d'être de meilleurs parents, plus présents, plus aimants. La famille que leur fils méritait. Là-haut, Lucas souriait en dormant. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, il ne rêvait plus de survie. Il rêvait d'un foyer. Et de l'autre côté du palier, Daniel ne rêvait ni de jouets, ni de console, mais d'un frère. Un frère avec la même cicatrice, un frère que le destin lui avait repris puis rendu, un frère pour la vie. 3 mois plus tard, un samedi matin ensoleillé. Dans la nouvelle maison de famille en Normandie que Nicolas avait achetée, ni aussi ostentatoire que sa demeure des Yvelines, ni aussi exiguë que l'appartement de Valérie, mais juste parfaite pour leur famille recomposée, 2 garçons se réveillaient dans la même chambre. Ils avaient exigé de la partager. Les frères, s'adorent ensemble, avait affirmé Daniel. C'était la nouvelle règle. Lucas se réveilla en premier. Il n'arrivait toujours pas à s'habituer à cette nouvelle vie, à cette maison, à cette famille. Il jeta un œil à son bras. La cicatrice était là. Elle n'était plus une marque de malheur, mais une carte au trésor qui l'avait mené jusqu'à eux. Daniel s'étira dans le lit d'Axe sans grave côté. C'est l'heure des crêpes? Marmonna-t-il. Bientôt, répondit Lucas. Cool, parce que maman a promis. Maman. Lucas sourit. Le mot avait encore une saveur de miracle. Ils dévalèrent l'escalier, pieds nus, vêtus de pyjamas identiques. Dans la cuisine, Valérie était au fourneau, faisant sauter des crêpes, tandis que Nicolas pressait des oranges. Une scène de vie ordinaire, idyllique. Bonjour mes amours, les salua Valérie. Bonjour maman. Répondirent-ils en chœur, avant d'éclater de rire. Nicolas leur ébouriffa les cheveux. En forme pour le match de foot? Des cris de joie lui répondirent. Ils prirent leur petit déjeuner tous les 4, ensemble, partageant crêpes et confitures, rires et projets. L'ADN n'était plus un sujet. Les erreurs du passé étaient oubliées. Seul comptait l'instant présent. Une famille atypique, imparfaite, mais unie. Et à la fin du repas, quand Lucas et Daniel, par jeu, mirent leurs bras côte à côte pour comparer leurs cicatrices,
Leur signe de ralliement, Nicolas et Valérie les regardèrent, les yeux pleins d'une infinie tendresse. Deux cicatrices identiques, deux enfants qui auraient dû grandir ensemble, et qui avaient désormais toute la vie pour rattraper le temps perdu. Comme cela aurait dû être. Comme ce serait, pour toujours. Fin.